Bienvenue à Cannes, mon 35e. Ah, vous avez sorti les lunettes de soleil? Ouais, ouais, ça me manque. Pas de festival cette année? Pas de festival, ça me manque. Le soleil aussi d'ailleurs, mais bon, bref. Ouais. Ah ouais. Oui, Cannes, c'est tellement important et moi, j'ai eu tellement j'allais dire de succès, mais de belles histoires oui, attendez, je ferme tout un tas de trucs qui sont en train de s'ouvrir là. Ça marche. Euh, j'ai eu tellement de films qui ont tellement profité de Cannes que j'ai gardé cette espèce de nostalgie d'un endroit où tout est possible, où tout le monde est là. Et si on a une belle histoire à raconter, un beau film, un beau projet, c'est pas extrêmement compliqué de trouver les gens en face Hmm. qui vont réagir et qui vont vous aider à le développer. Et c'est le cas de Boys in the Hood. C'est une belle histoire que j'aime bien raconter. C'est pour Ah ça ben que super, ça tombe bien parce que justement, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Voilà, vraiment la manière dont vous l'avez vécu, la manière dont les personnes qui étaient impliquées dans ce projet l'ont vécu. ouais. Donc, pour commencer, je veux bien commencer par le début, c'est-à-dire comment et quand vous avez appris que Boy in the Hood allait au Festival de Cannes? Bah, d'abord, avant de l'apprendre, on a pris la décision de le proposer. Donc ça, c'était quelque part en fin janvier, si je me souviens bien. Et donc on reçoit une copie et je me souviens, c'était en pneumatique. Enfin, bref, une cassette, quoi. Hmm. C'était une cassette et mon patron, Duncan Clark, donc le président du marketing monde de Los Angeles, me dit tiens, si on essayait. Et j'envoie ça à Gilles Jacob à l'époque. Et puis, il se passe pas grand-chose. Il se passe quelques semaines. Et puis, coup de fil, je crois, début ou mi-février. Je me souviens plus très bien. À peu près février. Et là, j'étais sur les fesses, en fait. Hein. J'étais vraiment étonné et superbement réjoui, évidemment, parce que donc il me dit c'est bon, on le prend dans la section un certain regard. Et donc là, le boulot a commencé. Donc on est en février et on a mars, avril, mai, on avait 3 mois de boulot. Et donc avec ma petite équipe, on avait 6 ou 7 personnes marketing. Et la plus importante dans cette aventure, ça a été l'attachée de presse Anne Lara, D'accord. avec laquelle on s'est regardé, on s'est dit, bon, c'est formidable, mais honnêtement, on connaît mal le cinéma black, on connaît mal son histoire et on connaît mal on va dire, les choses qu'il faudra mettre en avant, parce que c'est aussi ça le travail d'un lancement, c'est de choisir des éléments, de les mettre en avant, tout en étant authentique. Donc ce travail d'authenticité, on a eu du mal à le démarrer parce qu'on s'est dit, on ne connaît rien. Donc moi, ma première question à Anne, ça a été de dire, il faut que tu nous trouves quelqu'un qui connaisse, quelqu'un qui soit un expert du cinéma black. Je dis ça pour résumer, mais c'était une époque où on ne connaissait que des films genre New Jack City ou des films de Spike Lee dans lesquels très souvent, et c'était même avant Spike Lee du reste, très souvent les blacks étaient représentés d'une certaine façon un peu caricaturale, Hmm. en drug dealer, en pimps, en tout ce que vous voulez. Enfin bon, et il nous semblait que c'était une première façon enfin, c'était un premier film qui abordait ces choses-là, ces communautés d'une autre façon, un peu plus sociétale et économique aussi. Donc, on cherche et on trouve. Anne trouve quelqu'un qui est un journaliste à Libération. Ouais. Et je vous dirai comment, à la fin de cette histoire, je vous dirai pourquoi c'était étonnant D'accord. avec cette personne-là en particulier. Et donc, on trouve quelqu'un qui connaissait bien ce cinéma et qui accepte de voir. En réalité, donc, c'était la première personne au monde à voir le film, presse, en tant que journaliste. Hein. Ouais. Et on l'invite dans notre petite salle de projection, même pas dans la salle de réunion, puisque c'était une cassette sur un poste de télé grande, à l'époque pas terrible. Hein. Et on le laisse tranquille pendant 1 heure et demie. Et quand il sort, il avait les yeux rouges super ému et il me dit waouh, c'est un grand réalisateur, c'est Orson Welles. Il dit ça, Orson Welles. Alors on dit ouais, bien sûr, Super. mais honnêtement un peu surpris. Euh,
on lui trouvait beaucoup de qualités, mais Orson Welles quand même. Enfin bon. Mm. Et donc là, on a commencé. Donc c'est là que le boulot a commencé. Et avec lui, et en fait avec un travail, on pourrait qualifier de viral avant que le mot n'existe. Ouais. Bouche à oreille, c'était ce qu'on utilisait à l'époque quand on était distributeur chez Sony et ailleurs. Et donc, il a commencé à faire un peu de travail pour nous, c'est-à-dire à communiquer autour du film, à en parler autour de lui, un petit cercle restreint. Je vous rappelle que quand un film est sélectionné à Cannes, en théorie, on ne doit pas le montrer avant Cannes. C'est-à-dire que la Oui, c'est projection à première Cannes doit être mondiale. la première. Bon, Mm. je peux maintenant vous le dire, la prescription, c'est pas ce qu'on a fait. Donc, D'accord. donc grâce à ce journaliste, dont j'ai oublié le nom, c'est triste, mais bon, c'était pas Tâcherai Serge de le Gainsbourg, je retrouver. crois pas. Et grâce à lui, donc le film a commencé à avoir une existence et un buzz. Là aussi, c'est pas le mot qu'on employait à l'époque. Et on a eu la chance qu'il travaille dans une émission de télé consacrée au cinéma et il n'a pas pu s'empêcher de partager sa découverte. Mm. Donc, très honnêtement, tout ça avec un petit travail de notre attaché de presse et quelques projections totalement privées et secrètes, on a commencé à faire exister un bruit et une envie. En fait, quand on est distributeur, ce dont on parle, c'est d'envie. Hein. Notre job de passeur, consiste à créer une envie et donner envie aux gens de le découvrir, mais en commençant par les publics les plus faciles à toucher et ceux qui sont des prescripteurs, évidemment. Justement, Donc, là, dans ces petites projections privées, secrètes, vous les montriez à des journalistes de cinéma, à des critiques? oui, uniquement. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Après, on l'a montré à notre agence de pub parce qu'on s'est préoccupé de la façon dont on allait présenter le film. Mm-hmm. J'ai fait un budget, c'est la chance de travailler dans une major, c'est que quand il s'agit de Cannes, le budget, il y en a, même si c'est entre guillemets un petit film. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses, dont des affichages, un affichage sur la croisette. Et donc, à l'époque, il y avait deux types essentiellement de communication, des 4x3 et puis des abribus, enfin qu'on appelle des mâts-drapeaux de chez Deco, format 120-160, donc des affiches one sheet, comme on dit en anglais. Et là, moi, j'ai dit non, c'est le marketing et tout ce qu'on a fait à l'époque. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait et les Américains m'ont suivi là-dessus pour que les choses soient faites de façon la plus authentique et originale et true to the movie d'une certaine façon. Donc, il ne s'agissait pas, en plus l'affiche américaine, je ne l'aimais pas, donc il ne s'agissait pas sur ces affiches de mettre une affiche classique, mais au contraire, on a trouvé des graffitis, des artistes graffiti, street artists qu'on a fait venir de Lyon. Oui. Ils étaient 2 ou 3, je crois. Et on a fait réaliser ces affiches en direct pendant Cannes, donc au début de Cannes. On a fait venir Canal+ avec Carl Zero qui trouvait ça très marrant et qui a filmé ça en time-lapse, donc un peu en accéléré. Ouais. Ça doit pouvoir se trouver, ça va être marrant d'ailleurs, sur Canal. Ouais, bah, j'essaie de trouver ça. Ouais. C'est pas évident, mais pourquoi pas. Et je me souviens encore donc, dans nos bureaux du Carlton de montrer le crowbar, hein, l'espèce de maquette assez grossière que les artistes nous avaient présentée. Et là, le patron du marketing, et c'est assez rare même d'obtenir d'artistes graffiti, enfin, ce genre de choses, mais bon, comme on payait et que c'était un truc important et nouveau, ils l'ont fait volontiers. Et je me souviens de la réaction du patron du marketing Monde qui me dit « Ouais, ils ont l'air un peu trop black. » Bon, c'était quand même un film black. Bah, ouais. Et en fait, il y avait c'est un effet de gros plan. Donc, je trouvais qu'ils avaient trop grosses lèvres. Alors, ils ne savaient pas comment le dire. Je sais pas, bref. Donc, j'ai dit ça aux artistes qui se sont marrés et qui ont trouvé que finalement,
On leur laissait beaucoup de liberté parce qu'en fait, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont juste changé un tout petit peu quelques détails. Attention, c'était pas du racisme, c'était plus une remarque, j'allais dire graphique. Parce qu'avec lui, on était j'ai fait pas mal d'affiches en fait avec le studio en France pour des films américains, et on rentrait on rentrait dans des détails comme ça. Enfin, la discussion sur une affiche, c'est un truc assez pointu. Et là, j'étais ravi que ce soit juste quelques petits détails. Quelquefois, c'était beaucoup plus dramatique. Je me souviens par exemple du lancement du Baron de Munchausen, où on avait une affiche qui ressemblait un peu trop à un film d'animation, parce qu'il y avait des dessins qui étaient des scènes du film qui trouvaient un peu trop de l'ordre Et elle me dit oui, mais ça devait donner l'idée que c'était un film d'animation. Il a fallu que je les convainque de ça en faisant deux types d'études. Une étude d'abord qualitative et ensuite une étude quantitative, parce qu'il trouvait que ça ne suffisait pas. Et on a finalement gagné. Et c'est d'ailleurs la seule campagne et le seul pays au monde où le film a marché. C'est pour ça que du coup, Terry Gilliam est resté à ses potes, assez content de ce lancement qui était inouï. Je me souviens, on avait eu deux couvertures de studio, deux couvertures sur première, ce qui était tout à fait exceptionnel. En général, c'est une et pas les deux. Et pas les deux journaux en même temps. Enfin bref. Donc revenons là-dessus. Donc on a cette affiche qui crée déjà un buzz. On décide aussi de faire venir Ice Cube, qui était assez important, et la première fois qu'on le voyait dans un rôle de cinéma, il me semble, qui était génial, qui était vachement bien. Et il y avait tout un courant qui démarrait en France, était bien évidemment extrêmement établi aux États-Unis, le rap, mais en France, c'était totalement incompris. Donc, on décide de le faire venir. Là aussi, les studios, ils avaient les moyens, donc on le fait venir. Et je me souviens d'un détail que Ice Cube me disait. En fait, il a réussi à passer la frontière avec un pistolet. Ah oui, ça. Ouais. Bon, c'est une autre époque. Ouais, Et en fait, pourquoi? Parce que ça fait partie de son mode de vie, de sa. Lui, il vit toujours à South Central LA, dans un barricadé, parce qu'il trouve que c'est super beau, etc. Donc, on décide de faire une soirée dans laquelle ils vont rapper avec leurs deux scratchers. Donc, là aussi, l'autre expérience assez marrante, c'était d'aller avec les deux scratchers et de chercher des disques parce qu'ils n'avaient pas pu tout amener et puis qu'ils voulaient que le studio leur en paye un paquet comme ça. Ouais. Ce qu'on a fait, hein, c'est pas un problème. Et donc, on va dans le magasin de disques, ça existait encore à l'époque, il y en avait à Cannes. Le mec, assez content, assez fier, dit ouais, enfin fier de les rencontrer parce qu'il les connaissait. Ouais. Donc, on trouve des trucs. En sortant, il me dit ah, j'ai un peu faim. Il y en a un des deux qui me dit j'ai un peu faim. Et puis alors, je me dis bon, il n'y avait pas de McDo à l'époque. Hein. Et donc, on trouve un mec qui vend des hamburgers dans la ville. Moi, en tout cas, ceux que j'aime, c'est-à-dire avec un pain croustillant, des petits machins dessus, des graines de sésame en haut, un vrai steak avec une vraie viande, pas de plastique. Enfin, bref. Et là, le mec, il regarde ça. Elle me dit oh, I can't eat this because of my braces. Alors, elle expliquait que les machins allaient se coincer dans ses appareils dentaires. C'était vraiment. C'est des trucs dont je me souviens encore. Et donc, cette soirée qui a été importante, à Cannes, c'est une des façons d'avoir un peu de buzz, c'est-à-dire d'inviter la presse, d'inviter tous les gens qu'il faut inviter. Quand on est studio, il faut inviter tous les distributeurs, les exploitants pour leur donner envie en disant regardez comme c'est un gros événement, la première grosse fête. Donc on avait choisi le Studio Circus à l'époque, cette boîte de nuit qui était tenue par le gars qui avait eu Jim Morrison la dernière soirée de sa vie. En fait, ah oui. Et on a dit qu'il était peut-être mort chez lui d'une overdose et qu'on l'avait ensuite ramené. J'en avais parlé à Agnès Varda, qui était assez copine d'ailleurs de Jim Morrison.
et qui n'a pas été vraiment très clair là-dessus. Donc, on ne sait pas. Lui, enfin Paul Pacini disait qu'il était mort chez lui, pas dans la boîte. Enfin bref, bon. Donc on fait ça dans cette boîte un peu célèbre dans lequel on invite 500 personnes, c'était plein à craquer, on refusait du monde et tout ça. Et je m'étais dit, oh là là, un concert de rap en 95, si je me souviens plus très bien de l'année, ou 93, c'est vraiment quelque chose qui est très loin de tout ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Et comme on dit en anglais de cinéma, the suits, les exécutifs, les patrons des studios, c'était certainement pas leur tasse de thé. Donc j'ai inventé un truc pour essayer de briser la glace. Avec Ice Cube, c'était de circonstance. Et j'ai fait venir un fou furieux qui s'appelait Django Edwards. Je ne sais pas si vous voyez ce gars-là. Non, je vois pas qui c'est. C'est un clown canadien. Ouais. Et si vous regardez sur Internet, vous trouvez des moments d'anthologie sur Nulle part ailleurs, chez Canal+, avec Garcia, avec le Ok. cône. Oui, il se fout à moitié à poil, il prend des canettes de bière, plusieurs à la fois, il les secoue, il les ouvre comme ça, et évidemment, ça mousse partout, comme un Grand Prix de Formule 1, sauf Ouais. que c'est la mousse de bière. Et il en fout sur tout le monde, et il se fait ça, bref, il se jette des plumes dessus, enfin un truc de folie, c'est un mec qui est complètement taré. Et donc j'avais vu ça, et je me suis dit, ce type-là, il est capable de créer une ambiance propice à l'acceptation d'un style de musique qui n'était pas dans l'air du temps, en tout cas chez ces gens-là. Et donc, il se met à l'entrée. Donc, je lui ai demandé de se mettre à l'entrée et de faire comme si c'était un videur, un truc. Et en fait, il tripotait, il tâtait les gens, il faisait peur aux mecs comme aux nanas. Enfin, c'était un truc de folie. Il a sorti, euh, il a sorti un espèce d'ustensile en caoutchouc qu'on trouve dans les sex shops. Enfin, je ne vais pas rentrer dans Ouais. les détails. D'accord. Il était grand comme ça. Et, et qu'il exhibait, ce qui a foutu. Enfin, là, j'ai mon attaché de presse qui m'a dit, j'ai vu à ce moment le regard de Frank Price qui a vu ça et qui s'est dit, ces Français sont vraiment complètement tarés. Donc ça a Et, marché, ça a bien brisé la glace. et ça, bon, donc Frank Price, pareil, j'en reparlerai tout à l'heure. D'accord. Donc, notre boulot à Cannes, c'est de faire un peu de bruit comme ça, de choisir, de faire des choses originales et authentiques. Donc, pourquoi authentique? Parce que Ice Cube, c'était un des fers de lance d'un phénomène, parce qu'il était dans le film, parce qu'il y avait une superbe bande son dans le film, parce que c'était une culture de rue, etc. Oui, je me souviens encore. Si vous voulez des anecdotes, j'en ai Ah oui, deux. oui. La première, donc, on les avait mis pour cette soirée dans une loge. Et puis, il traînait un peu. Donc, on avait annoncé le concert pour une heure donnée et il traînait un petit peu et on prenait un peu de retard. Donc, je me souviens aller du fond de la boîte dans l'horloge en passant par le stage, en fait. Tout petit couloir, machin comme ça. Et au moment où j'arrive là-dedans, je les vois tous les trois, donc le Ice Cube et les deux rappeurs, plein d'énergie, mais bah, ils passaient à peine dans le truc. Et je me dis, mais attends, ils vont me casser la gueule ou quoi là? Ils étaient tellement. Bref, je me suis poussé, j'avais pas besoin de leur dire que c'était l'heure, ils étaient prêts. Et ça a cartonné. Bon, comme tout le reste. En fait, cette histoire-là, c'est vraiment une fairy tale, un conte de fées depuis le début, depuis janvier jusqu'à mai et après, et jusqu'à la sortie, un conte de fées où tout a fonctionné. Si je remonte l'histoire un tout petit peu, conte de fées, il démarre au moment où John Singleton, dans son université à Los Angeles, va voir la sortie avec une bourse, va voir son prof, qui était mon patron, Peter Goober, et lui dit, tiens, j'ai un projet, j'ai une idée de film, machin. Il lui raconte ça, et puis Peter lui dit, intéressant, va voir Stéphanie Hélène.
qui était la productrice qui a signé le film et qui était en fait au début c'était le début de ce qu'on appelait les, comment on appelle ça, des community, enfin en fait les studios se sont dit il y a le mot va me revenir, mais il y a un marché pour faire des films qui parlent à une certaine communauté. Oui, je vois. De latino, de black, de faith-based, de tout ça. Donc, on avait eu un énorme succès avec La Bamba, qui avait un peu ouvert la voie, enfin un succès mondial. Donc, ça avait donné envie de travailler sur donc, elle, c'était son job. Et donc, le film, alors que le gars avait, John, il avait, je sais pas, 19 ou 20 ans au moment où il présente ça et où on lui dit oui. Et en fait, donc, un an plus tard, il est à Cannes. Enfin, c'est une histoire incroyable. Et donc, après, dans le déroulé, les choses dont je me souviens, ah oui, détail toujours sur les trois gars, là, comme quoi les préjugés sont vraiment idiots. Je me disais, j'avais loué 3 scooters pour eux et je leur avais mis à disposition. Et je me disais, bon, bah, ils viennent en France, ils ne connaissent pas, ils n'ont rien à foutre des scooters, ce n'est pas eux qui les ont loués. Je ne sais pas dans quel état je vais les retrouver, en fait. Ouais. Parce qu'à Cannes, il y a plein de fauches. Et que, voilà. Et un soir, vers 2-3 heures du matin, je vais dans une boîte, ou en sortant d'une boîte, non, en passant devant, voilà, je vois les 3 scooters et ils étaient reconnaissables parce qu'on avait collé des trucs Columbia TriStar, des espèces de trucs. C'était une façon de faire de la pub aussi. On avait collé des autocollants Columbia TriStar et je vois les 3 scooters superbement rangés comme ça avec les chaînes et tout. Donc les gars, nickel, ils ont été super pros et jusqu'au bout. Et alors, John Singleton là-dedans aussi, super pro, parce que son boulot, c'était de dire oui à toutes les demandes d'interview qu'on avait organisées. Donc, on avait à peu près 3 jours de non-stop, de back-to-back d'interviews, ce qu'on appelle un press junket dans le langage cadois, avec un jour et demi pour la France et puis à peu près autant pour l'international. Et les journalistes avaient chacun 20 minutes. Et on avait tellement de demandes qu'on lui a même casé des interviews pendant son déjeuner. Je me souviens d'un déjeuner, je le sais, je le vois parce que c'était sur France 3. Il l'interviewe pendant qu'il mange et on lui avait commandé un hamburger. Donc pareil, encore une histoire de hamburger. Pas le même que ceux auxquels il avait l'habitude de... Et on lui apporte un truc façon Carlton dans une cloche en argent. Et il voit un truc magnifique en 2 morceaux déstructurés, avec un petit drapeau américain, des fraises, des frites. Il pensait, c'est pas ce qui. Et là, il a fait une tronche. Donc, qui donnait l'impression que ça lui plaisait pas. Ouais. C'est assez marrant. Et ça, cette réaction sur la caméra, c'était un des trucs extraordinaires dont je me souviens. Alors, donc, les interviews, des tonnes, donc une couverture presse colossale, un buzz à Cannes auprès des médias locaux, Variety, Hollywood, etc., qu'on avait attisé, avec aussi un petit travail un peu spécifique, des interviews en amont, etc. Donc en gros, l'idée, c'était de faire sortir dans Cannes des articles qui allaient donner envie aux gens d'aller pour le jour de la projection dans la salle de projection. Donc avant même la Première Mondiale, vous aviez déjà organisé un peu cette effervescence autour du film. Voilà. Et alors, le deuxième travail que j'avais fait, et cette fois-ci avec l'accord de Gilles Jacob, c'était de construire une audience un peu spécifique. On s'était dit, pareil, c'est pas un film classique pour la clientèle cannoise classique. C'est plus un film de jeunes, un film de banlieue, un film de...
Et donc, on voulait avoir les réactions et les vibrations dans la salle de jeunes auxquels ça parlait, donc des jeunes de Cannes-la-Boca et tout ça, d'une part. Donc ça, Jacob nous avait donné l'autorisation, on avait pu inviter des gens, donner des places comme ça, grâce à la mairie et tout ça. Super. Et deuxième boulot un peu plus VIP, c'était aussi de dire, d'avoir le soutien de la communauté black, de tous les artistes qui étaient là, Gregory Hines, Eddie Murphy, Quincy Jones et tout un tas de gens qui étaient là, qui sont venus tenir, supporter, entre guillemets, enfin supporter, support. Et donc c'était une très très belle projection. Ce qui était extraordinaire et ce qui, à mon avis, comptait beaucoup dans le succès, c'est le fait que la salle était archi pleine et qu'on a refusé. euh, les journaux disaient, Variety disait 1500 personnes qui n'ont pas pu rentrer. Ah oui, c'est énorme. Ça veut dire une énorme queue. Énorme. Mm. Nous, on était dedans. Bon. Mais donc ça, c'est la situation la plus extraordinaire. Ça paraît paradoxal, hein, mais c'est la situation la plus extraordinaire. C'est quand on a des queues comme ça. Moi, je me suis encore euh, Independence Day ou Terminator 2, où les gens nous appelaient en disant j'ai peur qu'ils cassent les vitrines tellement il y a des gens qui se pressent sur les Champs-Élysées, Ouais. au Gaumont-Champ en bas, enfin au Gaumont, à UGC. Enfin bref. Mais c'est complètement fou de se dire qu'il y avait autant de monde pour ouais, un premier film de quelqu'un. Un premier film, voilà. Bon. Et donc, ça nous a permis de prendre une pub en urgence, en disant, ou en reprogrammant une projection de plus, une de plus, qui est Ah assez oui? rare, et en disant by demand. Donc, ça, c'est le luxe. Voilà. Ouais. Donc, on fait ça, et c'est un grand moment, standing ovation, et les gens sont. Ça ressemble presque à une évidence, tellement tout le reste marchait sur des roses et tellement comme dans un conte de fées. Le film a été formidablement reçu, belle critique, etc. Et bon, pour clôturer ça, le plus beau compliment, et c'est pas que un compliment, c'est un fait marketing intéressant, quand le fameux Frank Price là, qui avait les yeux exorbités quand il a vu le sextoy dans une soirée privée pour 500 personnes. Donc je le raccompagne à son avion et me dit bon bah Bruno, c'est extraordinaire. Il me dit félicite toute ton équipe, enfin blablabla. Mais pour le ça, les Américains ils sont assez forts. Hein. Quand ça marche, ils vous le font savoir. Mm. Et il me dit bon bah je rentre là et la première chose que je vais faire en entrant au bureau, c'est de changer le domestic box office estimate, c'est-à-dire la prévision de chiffre d'affaires basée sur ce qu'ils pensaient au studio avant de venir à Cannes, qui était à 30 millions. Et en ayant vu, constaté, entendu les réactions des médias et des publics auxquels on avait montré, dit bon, on va faire plus que ça, je pense. Et il me dit, je pense je vais mettre 50 millions. Donc 50 millions, c'est États-Unis, Canada. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, il faut multiplier par 2 pour avoir le chiffre, à l'époque, hein, au moins par 2, en l'occurrence un peu plus, pour avoir le box-office mondial. C'est-à-dire qu'il expliquait chaleureusement que grâce à Cannes, le chiffre d'affaires du film, le box-office, avait été augmenté d'environ 40-45 millions de dollars. Ouais, c'est complètement fou. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pu voir d'une façon tangible du poids et du pouvoir d'un festival. Parce que bon, il faut aussi savoir que les prévisions de box-office, c'est en gros ce qui fait la spécificité de notre métier de distributeur. Mm. C'est une espèce d'une intuition ou un savoir-faire qu'on développe en regardant chaque semaine qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que c'est comme genre de film, combien ils ont dépensé et combien ils ont reçu, combien ils ont engrangé. Et en gros, on sait le premier jour
qu'est-ce que le chiffre d'affaires peut être à la fin de l'année. Et donc, quand on fait ça comme ça 52 fois en regardant une dizaine de films par semaine, on finit par avoir une espèce de banque de données dans la tête. Donc, les distributeurs, ils sont assez forts. Moi, je me souviens, on a fait pour... alors, je m'en souviens parce que je l'ai gagné, mais pour chaque film, on faisait des prévisions de chiffre d'affaires, nombre d'entrées en France. Et pour Terminator, non, c'était Indépendance Day. Merde, en fait, ils ont fait le même aussi. Je crois que c'est pour Terminator. Ouais. Oui, c'est ça, pour Terminator. Terminator 2. Tous les distributeurs, tous les exploitants qui venaient prendre un pot en appelant chaque salle pour demander quel est le chiffre du mercredi. On appelait ça entre 10h et minuit, on avait le chiffre, on additionnait, on avait le chiffre France. Et moi, je me souviens que j'avais dit 666 sur un truc un peu intuitif, et on a fait 65 000 ou 66, en gros 66 000. Enfin, bref. Ouais. Non, ça veut dire et les autres n'étaient pas très très loin, hein, je ne dis pas ça, mais donc c'est notre métier d'imaginer et de faire des prévisions comme ça. Et donc c'est la première fois où j'ai entendu quelqu'un me dire, bon, Cannes, ça a rapporté tant. Ça m'a frappé parce que j'ai toujours eu une énorme passion pour les festivals, mais surtout pour le terrain de jeu que ça représentait quand on est un homme de marketing, pour ce qu'on pouvait y faire et accomplir. Et donc là, j'ai eu une assez belle récompense. Alors, pour la petite histoire, le film, il avait fait aux États-Unis 57. Donc 30 en estimation. Il dit, je pense qu'on va faire 50. Ça a fait 57. Ah ouais, donc ça a encore mieux marché que ce qu'il imaginait. Oui. Et alors là, ce qui est assez étonnant, c'est mon collègue, mon camarade de la vidéo. Alors, il y avait un monde entre le marketing de la salle et le marketing de la vidéo à l'époque. Hein. Le marketing de la vidéo, il s'est adressé aux gens qui vont dans les hypermarchés entre 4 packs de bière et 3 de coca, etc. Bref, et du chips. Et donc, sur la jaquette, il avait osé mettre, je trouve ça incroyable, le film qui a déclenché les émeutes à Los Angeles. C'est pas vrai. Alors, c'est la réalité. Et ça, c'est vrai qu'on en a parlé. Les médias américains, surtout, quand le film est sorti, il y a eu 4 ou 5, il y a eu des règlements de compte de gangs. Et il y a eu quelques morts. Mais c'est évidemment pas le point sur lequel je me serais appuyé, en tout cas pas pour le marketing en France. Alors, il y avait un des éléments très importants, ça a été la bande son de ce film. C'est pour ça que j'avais choisi de faire venir Ice Cube et de mettre l'accent là-dessus. Et il y avait comment ça s'appelle il y avait le thème de la BO qui était extraordinaire, qui était super puissant, et c'est ce qu'on avait choisi comme support de la campagne radio. En fait, toute la campagne qu'on a montée pour Cannes, comme ça avait bien marché, les Américains ont évidemment repris tout ça et l'ont utilisé pour la campagne mondiale. Donc, ça a été proposé au reste du monde. Le film, on l'a sorti en septembre. Ce qui nous laissait le temps de bien travailler tout ça. Parce que Cannes, c'était quand même une inconnue, donc on ne pouvait pas le sortir dans la foulée. On peut sortir des films dans la foulée quand on est Luc Besson ou quand c'est un Pixar ou quand c'est des acteurs extrêmement connus. Là, ce n'était pas le cas, un premier film et des acteurs... oui, si, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs connus. Même Larry Fishburne à l'époque, elle n'était pas. Et donc, il y a une anecdote dont je me souviens pour la sortie du film. On avait dealé avec une maison de prod qui faisait reportage ou une des émissions, je pense, sur TF1 de ce genre-là, avec l'idée de confronter John Singleton avec un chef de bande, donc à Sarcelles.
Donc, on avait eu quelques discussions un peu animées avec le studio à Los Angeles en disant comment on va faire ça. Et donc, j'en avais fait accepter l'idée et on avait donc choisi de faire venir 2 bagnoles, dont une blindée. Enfin bon. Et donc, rendez-vous à Sarcelles avec un chef de bande. Ouais. Et là, John discute 5 minutes et il dit ça, pas du tout, je me barre, he's a flake. C'est un rigolo. Mhm. Ça... Donc, il trouvait que le gars en face n'était pas crédible et il a demandé à partir. Donc, pas d'émission. Et du coup, je crois qu'on était au bord du procès avec la boîte. Enfin, c'était un moment. Ouais, d'accord. Après, je me souviens, je crois qu'on avait aussi fait venir. On l'avait fait venir parce qu'en gros, on était devenu, pour John, on était celui qui avait aidé à faire découvrir son film. Mhm. Une fois de plus, c'est quelque chose que je dirais de tous les Américains avec lesquels j'ai bossé, c'est que quand ils reconnaissent le travail des gens qui bossent pour eux, ils ils font tout ce qu'on leur demande, même si c'est des trucs incroyables. J'ai eu des exemples d'acteurs comme Schwarzenegger ou Dustin Hoffman ou plein qui avec auquel on expliquait à chaque fois qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on était en train de faire, pourquoi ils faisaient ce type d'interview, qu'est-ce qu'on avait monté comme promo, comment on allait lancer. Et les gars, ils ouvraient les yeux parce que aux États-Unis, le marketing des films est très différent. Il s'appuie essentiellement sur la télévision. Quand je dis essentiellement, c'est quasiment uniquement sur la télévision. Ouais. Donc, lancer un film, ça consiste à faire de l'achat d'espace et de manipuler une espèce de tableau de bord en disant ah zut, tiens, on voit que les stats d'envie de voir sur les jeunes filles de 15 à 20 sont pas terribles. Vite, il faut renforcer ça. Elles sont anormalement basses. Donc, tiens, on va faire un petit spot dans lequel on prend cette actrice-là qui est jeune, la nana qui est dans le film, et on coupe un spot de 15 secondes pour renforcer. Bref, donc c'est du média planning, c'est pas du travail de communication. Alors qu'en France, et ça, ils comprenaient pas, en France, comme on n'a pas le droit d'acheter de la télévision, on est obligé d'être beaucoup plus créatif. On n'a Ouais. pas le droit d'acheter le médium qui serait le plus puissant, donc il fallait s'appuyer sur de l'affichage, qui est une spécificité française, avec une tradition d'affichiste, sur les campagnes de promotion. Donc la créativité dans les promotions, dans les partenariats, elle était vraiment très, très, très importante. Attendez un petit instant. Oui. Oui, j'ai mon chien qui fait un peu de bruit, désolé. Ah, d'accord, pas de souci. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de quoi Vous étiez en train de dire que comme en France, on ne pouvait pas faire de publicité à la télévision, vous aviez à être un petit peu plus créatif, Oui, que les Américains étaient très attentifs à ça. oui. Et donc, John Singleton, comme pas mal d'autres, acceptait pratiquement tout ce qu'on voulait. Donc, c'est pour ça qu'on avait pu le programmer, cette émission, même si elle ne s'est pas faite. On l'avait emmené dans des concerts, dans des choses assez spécifiques. Et euh, on a gardé un peu de rapport, puisque ça faisait partie des bons souvenirs pour lui. La fin de l'histoire, qui est triste, c'est que donc John est mort quelques semaines avant Cannes, l'année dernière, quelque part en mai 2019, si je me souviens bien. Et là, il y a eu 2 choses assez étonnantes.
ce que j'ai sur le site filmfestival.com que j'ai lancé et que j'administre comme éditeur, etc. J'avais raconté une partie de cette histoire-là sur notre site, qui est assez connu auprès des professionnels du cinéma et du monde des festivals. Et au moment où Cannes a fait son annonce, que du fait qu'ils allaient rendre hommage à John et faire une projection sur la plage, les gens ont commencé à se mobiliser et à s'intéresser. Et m'ont contacté. J'ai eu 2 mails de personnes ayant voulu faire un lien avec ce que j'avais fait à l'époque et qui avait marché à la fois sur le plan commercial, mais aussi cette aventure, la fin de la belle histoire, c'est qu'il a été nommé 2 fois aux Oscars, et en particulier le plus jeune, je crois même plus jeune qu'Orson Welles, en tant que meilleur réalisateur. Bon, il ne l'a pas eu, mais c'était une nomination, c'est exceptionnel hein, pour un premier film, c'est incroyable. Bref. Et donc, le premier mail, c'est une productrice que je ne connaissais pas, hein, qui me dit j'ai vu ce que vous avez fait et je serai à Cannes. Pour moi, John Singleton est celui qui m'a inspiré à devenir ce que je suis, c'est-à-dire productrice de cinéma. J'aimerais vous rencontrer, que vous me racontiez tout ça. Elle dit bon, ok, on se programme un déjeuner. Voilà. Bon. Le deuxième mail, il était aussi passionnant. C'était la fille de John, Justice Singleton, qui me dit Hey Bruno, I hear they're doing something for my dad. Can you find out? Et je commence à lui dire bah écoute, ça serait énorme si tu pouvais venir. Je la connaissais pas, hein, évidemment. Elle était née 1 an après tout ça, au moment où il a fait le film Poetic Justice, d'ailleurs, son second film avec la sœur avec Janet Jackson. Et j'appelle Thierry Frémaux et je lui dis tiens, je suis en contact et si on la faisait venir, elle pourrait présenter. Je pourrais aussi parler de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait ensemble avec le Festival de Cannes, qui a contribué à cette belle histoire assez rare. Au début, il était un tout petit peu réticent et je pense que c'est parce qu'il avait regardé la météo. Et la météo, donc l'idée, hein, c'est une projection sur la plage. Et s'il pleut, il n'y a pas de projection. Et si on a fait venir quelqu'un de Los Angeles et qu'il n'y a pas de projection, on est mal quand on n'est pas très festival. Et en même temps, les météos, elles peuvent se tromper. Donc, il me dit oui. Il me dit oui. Il me dit oui. Mais en gros, qui peut contribuer, mais pas pour tout. Donc, il offre une chambre et il me laisse me débrouiller pour le reste. Et donc, j'explique tout ça et je dis, et avec Justice, je commence à monter un petit programme en lui disant, bah, si tu viens, on pourra faire une rencontre où on parle, où je t'explique à toi comment on a travaillé avec ton père. Ça lui plaisait beaucoup, on pourra faire 2-3 trucs et puis on introduira le film, on présentera le film. Et elle qui était en plein deuil, hein, et je crois qu'il se passait pas très 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 bien. Il y avait aussi des histoires d'héritage et tout ça, c'était compliqué. C'est la sœur aînée, c'était un peu complexe, je crois. Et il avait un vrai rapport, elle avait une très grosse relation avec son père, donc c'était important pour elle. Donc elle dit oui, je me débrouille. Et puis, elle book son ticket. Alors, comme c'est elle qui pouvait, que le festival ne la payait pas, donc elle se paye son ticket, mais c'était un truc low cost et qui faisait 40 heures, enfin en passant par 4 trucs. Et j'étais en texto par elle et puis dit ah catastrophe, j'ai raté le billet, j'ai raté mon avion. Aïe, aïe, aïe. Et je regarde en vitesse et je lui dis bah essaye Yann. T'es où? Je suis là, je regarde sur Expedia, tout ça. Je dis, essaye ça. Et puis en fait, il y avait un avion pas cher qui mettait juste 14 heures au lieu d'en mettre 40 et qui est arrivé avant le moment où elle devait arriver parce que son départ était calculé. Son arrivée par rapport à la projection était super short. Donc, il ne fallait pas qu'elle rate. Bref, donc elle a réussi à avoir
De son, justesse. son billet de justesse. Et puis, entre-temps, avec toutes ces confirmations, Thierry Frémaux avait programmé un truc formidable. Il avait dit, bon, ben, on va vous faire une montée officielle et puis un cocktail derrière. Donc la montée officielle, ça veut dire qu'on peut tous se regrouper avec des billets de sésame, hein, des billets spéciaux, euh, monter les marches, même si le film n'était pas présenté à la séance de 19h30, mais la montée de marche, c'est un moment important, forcément. Et monter le tapis rouge, c'est une expérience inouïe. Et donc, ils nous filent des places qui ne permettaient pas de voir le film, mais juste pour monter, ils disent rendez-vous là à telle heure, on rassemble tout. J'avais organisé une petite vingtaine de personnes autour de nous. On l'attend, puis il y a un moment où, donc, avec le talkie-walkie, ils nous disent allez-y, c'est à vous. Et là, surprise pour Justice, j'avais fait jouer le thème du film, en fait, qui est super émouvant, qui était. Donc là, après, elle m'a dit, comme il y a plein de toutes les caméras, elle me dit, je ne savais pas si j'allais me laisser pleurer ou pas, mais c'était tellement fort, elle s'y attendait pas. Hein. Et donc là, il la présente, elle se présente, il l'annonce, micro, tout ça, et elle se présente toute seule sur le tapis rouge. Elle se présente au photographe à droite, à gauche, à droite, à gauche, il l'appelle et tout, ensuite les vidéos. Ensuite, je lui présente, je la rejoins, on passe derrière, on la rejoint en haut, je lui présente Thierry Frémaux avec lequel il parle, une petite photo et tout. Et juste après, donc Thierry nous avait dit, bon bah après vous êtes invité, je vous ai organisé un petit cocktail sur ma terrasse, tout en haut, avec sur la vue magnifique et une coupette de champagne, et cacahuètes. Et là, la surprise, qu'est-ce qui arrive Leonardo DiCaprio Ah oui. et sa bande. Donc, le truc inouï. Après, j'avais trouvé un producteur et la fameuse productrice qui avait dit ah, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc, était là aussi et on a organisé une soirée avec un producteur qui avait une terrasse près du Palm Beach et un penthouse avec une double terrasse de 400 mètres carrés, enfin, un truc absolument hallucinant, où on a été prendre une autre coupette de champagne avant ensuite de retourner, pas terminer la soirée, mais en tout cas aller à la présentation du film, donc dans les transatlantiques du cinéma de la plage, en plein air, avec une couverture et tout. Et donc, on a présenté le film. Juste avant, j'avais organisé un ami artiste qui s'appelle Pab, qui travaille sur des affiches de cinéma. Je lui ai dit, tiens, voilà l'affiche de Boys in the Hood. Est-ce que ça t'inspire? Et s'il te plaît, fais-moi. Et donc, il avait traité l'affiche de Boys in the Hood avec une de ses créations qu'il a remise à Justice ce soir-là. Et alors ensuite, à la fin de la projection qu'on a regardé, je l'ai emmené sur les traces de là où son père avait été, c'est-à-dire où il y a eu des photos qui ont été prises avec son père et Ice Cube sur la fameuse croisette du Carlton Beach, où ils étaient tous les deux à genoux, à quatre, comme ça. Donc Ah oui, je vois la photo, ouais, super. et on a refait les mêmes. Je l'ai Ah oui. emmené, je lui ai dit, tiens, viens voir le bureau de Columbia à l'époque, c'était là, tout au fond du Carlton. En sortant, on a trouvé un copain qui faisait une fête pour un festival off qui s'appelle Cannes Off, avec lequel que j'ai présenté Paul Louzelitzer et des gens comme ça. Donc plein de belles rencontres et ensuite une pizza dans le fameux resto de pizza après. Donc c'était une journée assez forte pour elle. Ouais, Et c'est la super fin de d'avoir fait cette ça. journée, elle me dit, Bruno, I want you to know, you made my day, the day you made my dad's. En gros, c'était un beau compliment, quoi. Ah ouais, c'est super. Et ça, je crois que c'était ce qu'on pouvait C'est me pas dire humain. le plus chouette. C'était presque mieux que ce que m'a dit Frank Price en disant, salut, merci, grâce à toi, j'ai gagné 50 millions de dollars. Ouais. Non, ça, bon. Donc, c'était voilà une belle histoire. Donc, Boys in the Hood à Cannes. Ouais, c'est incroyable. Ça devait être super émouvant avec Justice. Oui, 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 oui. Alors, donc, l'autre moment où là, c'était
très émouvant aussi, c'était la deuxième personne là, dont je vous ai parlé. Cette productrice Ouais. qui me dit voyons-nous. Donc, on se voit, on est en déjeuner, j'ai mon Canon dans les mains. Et je lui dis bah, si tu veux bien, on va faire une petite interview. Et je la filme en train qu'elle m'explique comment elle s'était intéressée à Boys in the Hood, toute jeune, etc. C'est une fille qui n'est pas sensible, hein. Elle était Marines, elle était dans Ah oui. l'armée avant d'être productrice. Donc, voilà. Et je filme tout ça. Et je lui dis, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Euh, je vais te présenter Justice Singleton. Je vais dire, non, je lui dis, je vais commencer par lui dire, sais plus très, je crois que je lui ai dit, je t'ai obtenu une place pour voir le film Boys in the Hood, et tu le verras avec Justice Singleton, et tu monteras les marches avec elle. Et ensuite, on aura un cocktail. Et alors là, il se met à pleurer, à la caméra. C'est une belle surprise. Ah ouais, c'était génial. Honnêtement, je me suis marré là. Et donc, on a fait ce qui était assez sympa aussi, mais bon, en même temps, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'était le panel qu'on a fait avec Justice à l'American Pavilion, donc dans l'après-midi, juste avant la projection. On avait organisé donc un keynote où on échangeait sur son père, ce dont elle se souvenait en termes de Boys in the Woods, ce qu'il lui avait raconté, et puis ce que je lui apprenais en direct avant de répondre à des questions, comment on avait lancé son film à Cannes. Donc, Ouais. et ça aussi, c'était assez sympa. C'était assez sympa. Voilà. Donc, c'est que des beaux souvenirs. Ah, c'est fou. Et, oui, Donc, c'est pour ça que Cannes, avec toutes ces mémoires, parce que j'ai plein d'autres histoires comme ça de Cannes, c'est pour ça que je suis assez triste. Donc, je suis assez triste que Cannes n'ait pas lieu cette année. Mais bon, ça sera online. Donc je vais ouais. participer au marché virtuel et on va voir comment ça se passe. Évidemment, ça n'aura pas le même impact. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous avait… Oui, alors c'est incroyable parce que j'ai l'impression que Boys in the Hood, il a marqué plein de gens, plein de générations. Une fois, j'en parle, je rencontre un gars à Berlin, un producteur, et il m'explique que son fils, il est un peu dans la veine de Boys in the Hood. Et, je dis, ah ouais, ah bon, tiens, ça m'intéresse, parce que moi, je suis un peu un expert de Boys in the Hood, c'est moi qui l'ai lancé. Oh, et alors là, le mec, il m'a dit, il me raconte comment il avait été quand il était jeune, quand il avait vu à la télé Ice Cube, et il dit, je ne crois pas mes yeux, Ice Cube à Cannes, waouh! Enfin bref. Et ça aussi, du coup, j'ai dit, attends, on va le filmer, ça, c'était assez marrant. Il y a une espèce de rapport un peu spécial avec ce film, qui était un premier film qui ouvrait, qui donnait un regard sur cette communauté. Et je pense que ça marquait un moment aussi. Moi, j'ai reçu ça comme un film qui expliquait un petit peu les raisons du mal-être. Enfin, c'est pas très compliqué à expliquer, mais ce film, déjà, il commençait par dire que, si je me souviens bien, ça commençait comme ça. C'était glaçant. Il disait sur cette fameuse musique-là, il disait que, je crois, 3 meurtres sur 5 à South Central LA sont des meurtres de noirs par des noirs. Et puis à un moment, il y a un morceau dans un rap qui est quand même assez violent qui explique que pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'ils se tirent dessus? Parce qu'ils peuvent acheter des armes, qu'elles sont en vente libre et qu'il y en a plein dans South Central LA. Il y a plein de boutiques et qu'elles sont tenues par des blancs. Et pourquoi, ou par d'ailleurs des Coréens. Et pourquoi? Il répond because they want us to kill ourselves, to shoot ourselves.
Il dit, s'il y a autant de boutiques d'armes dans cette banlieue-là, c'est pour qu'on puisse se tirer dessus et qu'on puisse… voilà. Ah bon, en même temps, c'est parce qu'il y a un marché, Mm. je pense. Et donc, les explications qu'il donnait aussi, je me souviens, c'était de dire… ils sont ce qu'ils sont aussi parce qu'ils ne sont pas élevés. Et ça, moi, je suis tellement intimement convaincu que l'éducation est la cause de tout un tas de conneries, y compris du terrorisme. Ils n'ont pas de pères, les pères sont en prison ou sont partis. Les mères, elles ont 4 boulots pour essayer de… Elles n'ont pas le temps de les élever. Ils n'ont pas de modèle, pas d'autorité, pas de… Voilà. Je ne sais pas comment vous avez reçu le film. Comment est-ce que vous l'avez vu, ce film? Et sinon, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Enfin, tout ça, c'est complètement présent dans le film. Et puis, c'est tellement émouvant parce qu'il y a une énergie folle là-dedans. Et en plus, enfin, après, de mon point de vue français, ça correspond aussi au moment. En fait, il est arrivé au moment où effectivement le rap apparaissait en France, où c'était vraiment la naissance de cette culture. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, ça en fait un film qui est Puis complètement. le casting était fort, c'est Oui, superbement joué. ouais. Et alors elle me disait, Justice, que, mais je me souviens plus, elle me disait que son père, il joue dans le, enfin il apparaît un peu comme Hitchcock, il apparaît, il y Ah a oui, un il fait un moment. caméo dans le film. Ouais. Et je l'ai revu, et en effet, parce que je l'ai revu sur la plage là, et ça m'a Ouais. fait rire. Il y a un moment dans un jardin, je me souviens plus très bien. Ah oui. Ah, faudrait Euh, que je vois ça. ouais. Ah, faudrait que je fasse attention. Vous vous rappelez pas dans quelle scène c'était Non. Alors, ce qui est amusant, c'est que bon, euh, l'année dernière, là, je suis partenaire d'un festival avec filmfestival.com, d'un festival qui s'appelle Your Script Produced, qui Mhm. est un festival une compétition plutôt de script. Et j'en suis au bord, enfin, je les conseille, etc. Et j'avais expliqué au patron de ce festival, ah bah tiens, ça serait bien pour la cérémonie de remise des prix euh, en novembre à Los Angeles, pendant la FM où j'étais. Je dis, bah tiens, bah, si tu veux, je vais demander à Justice si elle veut venir recevoir un prix que j'avais suggéré à ce festival, un prix le John Singleton Award pour le premier film, en fait, pour le script d'un premier. Et je n'avais pas bien compris, mais elle a fini par. Enfin, elle a dit oui, elle est venue, elle a été adorable. Voilà. Enfin, donc, c'est une façon de boucler. Et en fait, enfin, moi, ça fait partie des choses que j'aime bien, des gens avec lesquels j'ai bien aimé travailler. J'essaie toujours de les garder dans une boucle. Et dans cette même boucle, pour rebondir, euh, j'ai fait rentrer au jury de ce festival Emir Kusturica. Et Ah donc, oui. Émir, je l'avais connu à l'époque où on avait présenté son film Le Temps des Gitans, qui est un bijou absolu à Cannes. Mhm. Et depuis, donc, j'avais été curieux, je l'avais retrouvé dans un festival qu'Emir Kusturica fait en Serbie, à Kustendorf. En fait, c'est chez lui. Il a un superbe village, un peu façon Disneyland, et avec un cinéma, une piscine, des petits chalets super mignons. Une cantine où tout le monde vit pendant une semaine dans son village, chez lui. Lui, il habite à côté, dans le village. Et on voit des films le soir, comme c'est un mec de musique, il y a des concerts tous les soirs qui se terminent à pas d'heure, avec de la Slibovitz et tout. C'était assez sympa. Et donc, il, Émir est rentré au jury de Your Script Produced. Tout ça. J'aime bien boucler les boucles. Ouais, c'est ça. Bah, c'est super. Vous mélangez les différents groupes, vous les faites participer à vos nouveaux projets. Ouais, c'était sympa. Voilà, c'est une longue histoire, hein, je suis désolé, c'est un peu long, mais Ah non, c'est pas non, mais trop c'est passionnant. Merci beaucoup. à résumer. Mais bon, pour moi, c'est presque un cas d'école, hein. J'en Oui, parle c'est très souvent. incroyable que tout ait aussi bien marché. Ouais.
J'en parle très souvent parce que, comme je disais, c'est presque quantifiable. C'est rare. Au cinéma, il n'y a pas grand-chose de quantifiable. Souvent, quand on est un homme de communication et de promotion, on se dit, bon, quel a été le poids de ma contribution? Est-ce que le film aurait marché avec un distributeur un peu naze ou médiocre ou moyen ou excellent? Bon, et si la campagne avait été nulle, qu'est-ce que ça aurait donné? Enfin, c'est des questions qu'on se pose comme ça. Euh, Évidemment, c'est compliqué et quand on regarde les performances d'un film d'un pays à un autre, il y a plein de variables. Donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que d'avoir des trucs un peu quantitatifs comme ça, enfin, aussi quantitatifs qu'on peut l'être, je trouve ça assez étonnant. Voilà, Mais, le Festival de Cannes a vraiment eu un impact incroyable dans la carrière du film et de John Singleton. et d'autres, moi je cite aussi des artistes, par exemple. Enfin, il y a pas mal d'exemples qu'on peut utiliser. Et vous, comment vous l'avez vu ce film? À quel moment? À la télé? Sur un... Non, c'était pas à la télé, ça devait être en DVD, je pense, quand j'étais jeune. Ah ouais. Ouais. Donc, le film qui a provoqué les émeutes hein, sur la jaquette. C'est ça. Je me rappelais pas de ce slogan, je vous avoue, mais c'est pas. Non, mais c'est vraiment c'est un monde à part. Hein. Je me souviens. Ouais, enfin bon, je me souviens d'autres exemples. Le marketing de la vidéo à l'époque, c'était quelque chose. C'était étonnant. Ouais. Voilà. Et vous disiez que vous restiez pas mal en contact et tout. Vous êtes encore en contact avec des gens qui étaient avec vous ou avec l'équipe du film à Cannes à ce moment-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il y avait Charles Craven, qui était responsable de la promo, Ouais, qui a pris sa retraite il y a un an. ouais, Et Anne Lara, qui a quitté Columbia après avoir. Elle a fait toute sa carrière. Non, je l'ai engagée, je ne sais plus, en 80, 88, 89, un truc comme ouais. ça. Et il me semble qu'elle a quitté Columbia, Sony. Enfin, je dis, ouais, Columbia TriStar Film est devenu Sony. Euh, Anne, elle a quitté il y a un an ou deux, peut-être. Joël François, qui était assistante et aux relations presse également, Mhm. qui sont toujours. En fait, l'équipe qu'on avait montée était formidable et ils sont restés super longtemps. Ouais, c'est super. Voilà, et puis évidemment, quand on a vécu des trucs comme ça, on était tous assez proches. Ouais. C'était une sacrée aventure. Ah oui, c'est ça. En fait, c'était les ethnic studios, hein, le mot que je cherchais. D'accord. C'était des divisions ethniques. Et il y avait un autre exemple après Boys in the Hood qu'on a un peu reproduit avec un film un peu latino aussi qui s'appelait I Like It Like That. C'était magnifique. Qui était avec une bande son incroyable. Et là aussi, on a déjà fait venir un orchestre de 17 musiciens qui étaient venus en bus et tout. On a fait une fête d'enfer sur la plage, mais là avec avec de la tequila, avec des coronas des merguez et des trucs, enfin une fête urbaine, quoi, on va dire, Ouais. qui a coûté que dalle, qui a coûté vraiment très 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 peu. Et je me souviens, il y avait un des garçons qui travaillait avec moi au marketing, il s'appelait Eric Vernière, auquel j'avais fait faire des comment ça s'appelle ces trucs-là merde, je sais plus. On prend un truc, on évide, puis avec la bombe, et euh, des, on faisait des tags avec un espèce de format, en fait. Ah, un pochoir? Ah oui, un pochoir, voilà, c'est ça. Ok, ouais. On avait fait faire un pochoir avec I like it like that. Et Ouais. donc, j'avais eu l'idée vraiment brillante de dire à Eric, bah, tu m'en fous partout. Tu m'en fous en particulier sur la croisette, l'espèce de rebord où on s'assied là, qui est tout blanc. Ouais. Je dis, bon, on va prendre une peinture qui s'en va à l'eau. Ouais, ouais. Et je lui dis, t'en mets par terre pour qu'on marche sur I like it like that en pleine nuit. Il fait ça, et le lendemain matin, à 9 h du mat, dans notre bureau du Carlton, j'ai le patron du Carlton, Eric Assetto, qui vient et dit, hey Bruno,
là, il faut que tu m'envoies quelqu'un pour nettoyer toutes les conneries que vous avez faites parce qu'il en avait foutu sur le mur du Carlton. Oh là là, ah oui, d'accord. Donc, il y en avait partout. Ah oui, effectivement. Et le pauvre, il est allé, il a nettoyé tout ça. Ça partait à l'eau, mais quand même. Ouais, ouais. Ah bon, non, mais il n'avait rien à dire. On est dépensé tellement en bureau, en trucs. C'est le Cannes, comme je le disais tout à l'heure, ça peut rapporter énormément, hein, 50 millions de dollars sur Boys in Wood, mais il faut investir, donc ça coûte. Hmm. Je me souviens que la première fois, j'avais été vraiment choqué. Mon premier Cannes, j'étais choqué. J'avais une facture de 500 000 balles de chauffeur et de voiture, enfin, et de garde du corps. D'accord. Parce qu'on avait plein d'acteurs, Stallone, Schwarzy, Eugène Fonda, je ne sais plus qui d'autre, Grégory Peck. Hmm. Et je dis, mais c'est pas tant, on achète une bagnole pour ce prix-là. Sauf Hmm. que c'était peut-être pas cette année-là, mais une autre année, on a eu Stallone pour Cliffhanger. Euh, il y a eu tellement de monde qu'il a été, il a eu peur, malgré les gardes du corps, qu'il a été obligé de monter sur le toit de la voiture. La Mercedes, elle n'a pas tellement apprécié. Ouais. Et donc, s'il n'y avait pas eu tous ces bodyguards, et pareil, la sortie du film Cliffhanger, on a été obligé d'organiser une espèce de bulle de sécurité pour tous descendre à la sortie du film et rejoindre les bagnoles tout de suite, parce que sinon, il y a 2000 personnes qui veulent le toucher, lui parler, lui demander un autographe et tout ça. Donc tout ça, ça coûte, mais ça Hmm. rapporte de façon assez incroyable. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que il y avait le producteur, donc au passage, le mec juste le plus important, hein, plus important que le réalisateur Renny Harlin ou Stallone, hein, le producteur, qui était justement en train de serrer des pinces à la sortie du film dans le hall, sauf qu'il n'était pas dans cette bulle. Je lui dis, merde, il va jamais pouvoir nous rattraper parce que derrière, il bloque tout, donc en gros, il aurait pu nous rejoindre 10 minutes après et il fallait qu'on parte tout de suite pour aller, je ne sais plus où. Hmm. Ah oui, à l'AMFA, c'était associé au. C'était un dîner de charité. Derrière, il y avait un dîner de charité au Moulin de Mougins, ou je sais plus. Enfin, ah non, c'était l'Hôtel du Cap. Ouais. Enfin bref. Et donc, je me dis, non, c'est pas possible. Donc, j'ai été le chercher. Sauf que après, il y avait moi avec mes petits bras et le producteur et 200 personnes et le groupe. Ah ouais. Et donc, j'ai eu un réflexe et de la chance. À l'époque, les talkie-walkie, ça faisait pas mal de bruit quand on appuyait sur le. Il y avait un bouton où ça faisait. Ouais. Et donc, j'étais là comme ça en smoke avec le haut de gars derrière moi. Je lui dis, suis-moi. Et je faisais. Donc, les gens se retournaient. Et je disais, il faut que j'y aille, pardon. Et donc, on a pu se faufiler et rattraper la bagnole. Ouais. Vous l'avez C'était. filtré, quoi. Non, mais Cannes, c'était des moments incroyables parce que cette histoire de Stallone, là, ça a été une journée. Ça a été une journée. Oui, ça a commencé à l'hôtel du Cap, aller chercher tous ces gens-là en bateau pour monter dans 5 minutes. Oui, 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 non, mais Bon, parce que moi, ça m'intéresse. c'est une histoire fascinante. Et donc, on avait un cortège de Mercedes, c'est ça qui coûte cher, Hmm. avec des chauffeurs. Et j'avais passé l'après-midi avec le patron de la boîte de bagnole, à organiser qui allait où, dans quelle voiture, avec quel garde du Ouais. corps et tout ça. Et ce gars-là, et il n'y avait pas de portable à cette époque-là, hein, et ce gars a un accident. Et donc, toutes les voitures arrivent et me retrouvent et dit, ben non, on n'a plus de liste parce qu'il a Aïe, eu un aïe. accident. Merde. Et donc, je dis, bon, ben, ils étaient en retard, donc je dis, bon, on va empiler tout le monde, peu importe. Et donc, je dis à Stallone, toi, tu es assis là. Ah, c'est pas mon chauffeur, c'est pas grave. Bref. Et donc, on embarque tout ce petit monde-là pour aller dans un bateau qui allait nous emmener à l'enregistrement en direct de Nulle part ailleurs, Canal, qui se faisait sur le quai du Martinez. Et ce gros bateau que j'avais obtenu d'un milliardaire de Monaco, Pastor, qui a la moitié de la ville, enfin bref, qui nous avait prêté un bateau de 50 mètres de long, bref.
et qui, Sympa. du coup, ne pouvait pas accoster à l'hôtel du Cap. Donc, on avait demandé qu'il aille se mettre à un port, le port Canto, enfin, le port avant, à l'autre bout de Cannes, on va dire, pas loin du Palm Beach. Et donc là, avec ces fameux talkie-walkie qui passaient bien, heureusement, sur la mer, ça faisait une portée de quelques kilomètres parce que c'était plat, j'entends le fameux Charles Craven, mon directeur de la promo, qui m'appelle, dit Bruno, on est dans la merde. Il y a un bateau encore plus grand que le nôtre qui s'est mis au seul emplacement du quai et l'autre, notre Et, bateau, peut pas accoster à cause de celui-là et l'autre, il sait qu'il y a Stallone et veut l'emmener à son bord. Merde. Alors, je sais pas ce que je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi ça, mais je lui ai dit passe-moi le gars. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai convaincu le gars de s'en aller, qu'on ne ferait pas monter, qu'il fallait qu'il s'en aille et qu'il laisse la place et que c'était l'autre. Et donc, il monte. Et sauf que l'agent de Stallone, c'était une bonne femme, elle a eu la riche idée de monter à bord avec des talons aiguilles, talons pointus comme ça, ouais. dans le cuir blanc. Hein, c'est ploc, ploc, ploc. Et, Bref. Et donc là-dessus, tout ça, ça nous fait prendre un poil de retard. Euh, en scooter, Charles rejoint De Caunes et tout ça au Majestic, et parce qu'on avait une prise d'antenne directe à 7 heures pour partir à 20, pour être à 19h30, tout ça est super minuté en bas des marches. Et puis il est 19h05 ou 10 ou quelque chose comme ça, et il m'appelle, ou 5 on va dire, et il me dit mais vous êtes où toujours avec moi j'étais dans le bateau avec Stallone. Et je lui dis à un moment, tiens, tu veux conduire? Il dit, oh, yeah, why not? Il prend le truc, il met la gomme et il se fait 45 nœuds, alors que c'est limité à 5 nœuds. Bon. Et j'avais organisé aussi un hélicoptère qui traînait une banderole Sly, Welcome to Cannes, qui était au-dessus de nous. Il faisait plaisir à Stallone. Et Charles me dit, mais putain, mais mince, mais vous êtes à la bourre, là, l'émission est en direct et ils ont déjà passé le film annonce. Quand est-ce que vous arrivez? Alors je dis, tu vois l'hélico? Ouais, ben on est juste en dessous. Oh mince, mais ouais, vous êtes encore loin. Il dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais leur dire de passer le film annonce une deuxième fois. Donc, c'est ce qu'ils font. Et là-dessus, ce qui était incroyable, c'est donc on arrive finalement accueilli sur le quai par De Caunes, qui montre à Stallone sa marionnette. C'est la première fois qu'ils inauguraient la marionnette de Stallone. ouais. Ils inauguraient la marionnette et ils l'ont montré. Il a trouvé ça super cool et c'était enfin, il était super. Donc on sort à l'heure, on arrive à l'heure parce que si on n'est pas à l'heure à Cannes, il démarre la séance quand même. Hein. Ouais. Quand on monte les marches à 19h27, il y a Eye of the Tiger et tout ça. Ah oui, il y avait même mieux que ça. J'avais organisé puisque le film c'était Cliffhanger, j'avais organisé des pompiers de Cannes qui descendaient en rappel, parce que c'est le thème du film, hein, la montagne et la Varap. Et quand on est sorti, pour la sortie, j'avais des canons à neige, fausse Oh là neige. là. Et donc, à la fin, Stallone, il m'a dit un truc, je l'ai encore dans la tête, je ne saurais pas l'imiter, mais Best day in my life. Super. Et je pense que c'était un truc qui était inouï, quoi. Faut dire que la montée des marches avec cette lumière, cette ambiance, ça, c'est vraiment des moments très, 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 très magiques. Hein, et je peux croire que pour ces gens-là qui ont tout connu, tout vu, et des choses comme ça, ça les marque énormément. Ouais, c'est Ben génial. voilà, donc Cannes, moi je me souviens quand je racontais à l'attaché de presse qu'on avait sur ce film, tout ce que je voulais faire, il m'a dit écoute, ça fais-le, mais je m'en occupe pas, parce que ça n'avait jamais été fait, c'était risqué. Ouais. C'était compliqué, on jouait avec des timings qui me dit je m'en occupe pas. Trop de Et bon, stress. voilà. Donc pas mal de gens ont vaguement stressé, ouais, je me souviens.
Et alors oui, donc la fin de l'histoire, sur ce fameux journaliste de Libération, Ouais, j'allais vous poser la question euh, justement. il y a un autre moment où un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que j'avais beaucoup aimé, qui était le film d'Oliver Stone, Les Doors. Hmm. Il y avait une énergie un peu rebelle, rock, subversive, et je suis un fan du groupe, hein, bref. Et donc, Hmm. j'ai bossé pendant 6 mois avec la musique à fond dans mon bureau, etc. Et Ouais. c'était, ouais. Et donc, quand Oliver Stone est venu à Paris, je lui ai dit, votre film annonce là, en fait, c'est un film annonce qu'il avait fait avant d'avoir tourné le film. C'était presque un teaser, on va dire. C'était Ouais. Val Kilmer de dos qui avance vers la lumière. Il y a ça scande, atmosphère de concert, et des gens qui crient Jim, 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 qui l'appellent. Et puis il rentre dans la lumière, il se dissout, The ceremony is about to begin. Et ça, c'est un des meilleurs teasers que j'ai jamais vu. Et je disais à Oliver Stone, je dis, on va en faire, ça va être notre affiche. Et on a fait l'affiche à partir de ça. Et en discutant, il m'explique que les journalistes de Libération avaient toujours descendu ces films. Et je lui dis, ben là, je pense que sur ce film-là, il devrait aimer. C'est vrai parce qu'il était un peu. Bon, je pensais que c'était l'esprit Libé. Ouais. Et donc, on fait un pari. Si le film avait une bonne critique, il devait me donner la statue de Jim Morrison qui était sur sa tombe au Père-Lachaise, une en production parce qu'elle a été volée. Ouais. Donc, une statue enfin, un props, quoi. Enfin, et si je perdais, c'était un château Margaux. Voilà. Il parle français comme vous et moi, hein. Sa mère était française, je crois. Ok. Ah, je savais pas. Et donc, les gens voient le film. Je fais une projection spéciale pour Libé quand même, hein. Et Hmm. pareil, ils sortent les yeux rouges, mais pas pour les mêmes raisons. Ils avaient fumé un peu trop. Ah oui, d'accord. Et on avait notre petite salle de projection privée à l'époque rue Troyon, dans les anciens bureaux designés par Eiffel, avec un endroit magnifique, donc avec une architecture en fer, et des mezzanines, un trou, etc. Et puis une petite salle pour 15-20 personnes. Et je pensais que c'était gagné. Bon, que dalle. Non, non, au contraire. Je cite le journaliste, il avait dit une merde molle et mordorée. Oula. Et je trouve que ça, on peut écrire ce qu'on veut sur un film, on peut le descendre, Voilà, mais il y a on même pas s'applique de. un peu. Enfin, on peut écrire Ouais. des trucs un peu plus pertinents que ça quand on est bon critique de cinéma comme ce gars-là. Et donc, ça m'a tellement énervé que je me suis dit, je vais préparer une vengeance. J'ai demandé aux Américains des studios qui m'ont dit, si tu veux, je pense que de toute façon, réfléchis ce week-end, mais je pense que de toute façon, tu ne gagneras pas, mais si tu veux le faire, fais-le. C'est ça le juge. Et donc, je demande à mon agence de pub de me faire une campagne marrante en disant, ils parlent de merde, donc moi, je vais les traiter de constipés. Et je vais communiquer autour du chiffre du premier jour. Je me souviens, 112 000. 112 000 spectateurs le premier jour, ce qui était plutôt pas C'est mal, hein. énorme. Hmm. Ouais. Euh, et donc, je débriefe l'agence en vitesse le mercredi soir ou le jeudi matin en disant sortez-moi vite un truc. 112 000 spectateurs, une mer de molle signé Serge Danet, ou je ne sais pas qui, c'était pas lui, mais enfin X de Libération. 112 000 spectateurs soulagés, un journaliste toujours constipé. Paf. Et je dis, on va prendre une page de pub dans le truc et C'est puis trop on va drôle. faire une annonce dans le cinéma, dans deux cinémas emblématiques, enfin bref, le Rex et puis je ne sais plus quel autre qui était dans le 7e. Ouais. Et, euh, et j'appelle, c'est là où c'est un peu pernicieux, comme un peu sournois presque, j'appelle le correspondant de Variety et je lui raconte la stratégie de mon énervement et de ma réponse.
Oui. Et il écoute, etc. Et puis, je le rappelle le lundi matin en disant, finalement, j'ai décidé, je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas assez drôle. Enfin, c'est vrai qu'il aurait fallu que ce soit vraiment super costaud. Et comme me disait mon patron, on ne gagne pas contre les médias. Donc, il fallait vraiment que ce soit très marrant, très fort, etc. Et ce n'était pas le cas, donc j'ai décidé de ne pas le faire. Et en réalité, au moment où je parlais à Variety, je le savais déjà, mais bon. Et donc, j'ai conscience, parce que je connaissais les délais de publication de Variety, j'ai conscience qu'un vendredi soir, il boucle et qu'en l'appelant le lundi, c'est trop tard. D'accord. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'était début mai et que c'était le week-end avant l'ouverture de Cannes. Ouais. Et donc, j'arrive le premier jour de Cannes, dans le bureau, 9 heures du matin, comme une fleur, et je vois tous les patrons de Cannes avec un grand sourire qui Ouais. me regardent comme ça en se marrant. Et il y en a un qui me dit: Hey Bruno. Et je regarde Variety, c'était sur la couverture. Ah non, c'est pas vrai. Ils avaient fait un article sur la couverture en disant un distributeur se bat contre un média, etc. Ils avaient interviewé le gars de Libération et Oliver Stone. Ah là là, c'est pas vrai. Et du coup, ça m'a valu d'être salué un jour quand je suis allé dans un festival au Portugal par un type qui dit: Ah, mais oui, je me souviens, c'est vous le distributeur qui vous êtes battu. Ça avait été repris par l'équivalent du Parisien Noticias, je ne sais plus quoi, au Portugal. Le Ouais, gars, il ça avait se fait dit: un bruit de fou. Ouais, c'était marrant. Et alors, donc, en fait, Oliver Stone, il m'avait donné l'explication. Il m'a dit: C'est au moment où on s'est. Au moment où, où j'ai donné une interview à Libération avec ce gars-là sur Platoon, il avait des remarques et en gros sur l'authenticité ou je sais pas quoi. Et Oliver lui dit: Mais attends, moi j'y étais, toi tu n'y étais pas, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu dis que. Et ils sont énervés petit à petit, hein. Ils sont Hmm. énervés. Et depuis Platoon, tous les films d'Oliver Stone ont été démolis tant que ce gars-là y était encore. Et Voilà. donc la fin de cette histoire, c'est que le gars qui a écrit ça, c'est le même que celui qui avait écrit Ah, c'était Orson Welles, John Singleton? Comme quoi. Ça alors. Ah oui, il y a un autre détail dont je me souviens. Euh, dans les fameux bureaux de Cannes, Carlton, California Suite, au rez-de-chaussée, il est midi, on est en train de prendre l'apéro, parce qu'on n'est quand même pas des sauvages, un petit coup de vin blanc, et j'avais à côté de moi le président des studios et le directeur du marketing Monde. Euh, et le big boss me demande comment est-ce que ce journaliste qui a fait cette très bonne critique et qui a démarré le bouche à oreille par cercle concentrique, etc., comment est-ce qu'il a vu? Je lui dis: Ben, je lui ai montré la cassette que vous m'avez envoyée, qu'on a montrée sur un poste de télé dans ma salle. Et là, elle me dit: Mais attends, c'est pas possible, vous n'avez pas montré, mais on montre jamais, on montre une copie 35 et tout ça. Je dis: Oui, mais à l'époque, on n'avait que ça. Et et il demande à Duncan: Il était au courant de ça? Oui, parce que là, j'avais demandé quand même, donc j'ai tout bordé. Et le gars, il nous a fait une crise parce que on avait fait ça. Je pense que c'était un petit coup de blanc de trop parce que sinon, ça avait prouvé son efficacité quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Il était un peu puriste. Ouais. Mais bon, c'est avec ce même gars-là que j'avais eu ce grand débat sur Baron de Munchausen, auquel il ne croyait pas Oui, sur croyait le côté pas à dessin cette animé. campagne. Et des années après, il continuait de me dire, parce que je les ai fait chier là-dessus, j'aurais dit: Non, il faut tester, hein. Vous me dites que ça fait trop, que la campagne est moins bonne que ce que vous avez développé pour les Anglais. Et avec les résultats quantitatifs, ils ont fini par y croire. Et du coup, ils ont donné une confiance aux recommandations qu'on pouvait leur donner après, ce qui m'a valu
une assez grande autonomie et qui permettait d'aller plus vite Ouais, c'est super ça. dans la préparation des campagnes. Parce qu'à cette époque-là, enfin, ça reste le cas aujourd'hui, mais on n'avait pas beaucoup de temps. On n'avait pas beaucoup de temps pour créer des campagnes. Aujourd'hui, elles sont imposées, c'est les mêmes partout dans le monde, mais à l'époque, on pouvait développer des campagnes locales, mais ça prenait un certain temps pour les convaincre, parce qu'il fallait passer par les agents des acteurs qui sont dessus, etc., vérifier que les crédits, enfin, vérifier tout un tas de trucs, donc ça prenait du temps. Donc, si on pouvait faire accepter les campagnes plus vite, c'était un atout compétitif extrêmement important. Et moi, Ouais. j'explique une bonne partie des succès qu'on a eu contre mes petits confrères concurrents de Warner, de UIP, Paramount et tout ça, dans le fait que les Américains faisaient confiance à l'équipe marketing française chez nous, alors qu'ils étaient juste plus procéduriers. Là, Warner, par exemple, c'était l'horreur. C'était pour changer une campagne, c'était 50 pages. C'était Ouais. très compliqué. Hmm. Voilà. Bah super, hein, écoutez, c'est incroyable toutes les histoires que vous avez avec Cannes. Oh, ouais, j'en ai encore. On va s'arrêter là. Ouais, non, mais c'est fou. Bah, vraiment, merci beaucoup hein, pour toutes ces histoires. Est-ce que vous me disiez que quand vous étiez revenu avec Justin Singleton à Cannes, vous aviez fait un petit peu vous aviez un petit peu refait le parcours à partir des images que vous aviez. Est-ce que vous avez encore des images de ce moment-là quand vous étiez à Cannes pour Boys in the Hood? Est-ce que vous avez quelques photos ou quoi de... Elles sont sur les liens que je vous ai donnés, c'est-à-dire D'accord. il n'y a plus énormément. Il y a cette photo dans la queue où on voit Quincy Jones, Zach Hines et je ne sais plus qui d'autres, hein, avec John. Mhm. Il y a ces photos où Ice Cube et compagnie et John où ils sont sur la terrasse du Carlton. Alors, ce qui Mhm. est amusant, c'est que sur cette photo-là de Cannes 93, je crois, John porte une casquette et quand elle est revenue, Justice portait cette même casquette, Ah oui, la même. un hommage. Ouais, ouais, c'était sympa. Any more questions? Bah non, écoutez, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Bah vraiment, À merci. mon avis, oui. À mon avis, Comment. oui. Bon, je Et suis content d'avoir un petit échangé peu, tout j'ai ça pas et en besoin. plus comme ça je l'ai enregistré donc Ouais. j'aurai tout ça en vidéo comme ça Bah oui, je l'ai dans un je vous tiendrai au courant un petit peu de l'écriture de l'article et puis je vous l'enverrai quand on l'aura publié. ça marche très bien Bah merci et beaucoup j'en en ai tout d'autres cas. hein, des histoires de Cannes si vous avez besoin j'ai encore Ah oui, d'autres mais je manquerai pas de vous recontacter si on parle d'une autre sortie à Cannes avec vous. des histoires de festival voilà Ouais. c'est mon dada. Ok, Bon, mais merci beaucoup. merci Nathan et bon courage pour tout ça. Merci, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Festival en ligne. Merci.